Charity Camber se laissa tomber sur le grand lit qu'elle partageait avec son époux Joe et contempla ce qu'elle tenait entre les mains. Elle rentrait tout juste du supermarché, celui que fréquentait également Donna Trenton. Elle avait les pieds et les mains gourds, les joues glacées comme quand elle prenait trop longtemps l'autoneige avec Joe. Mais le lendemain serait le 1er juillet. L'autoneige était rangée dans le hangar du fond, soigneusement recouverte d'une bâche. C'est pas possible, ça doit être une erreur. Mais il n'y avait pas d'erreur. Elle avait vérifié une demi-douzaine de fois, et il n'y avait pas d'erreur. Après tout, il fallait bien que ça arrive à quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, à quelqu'un. Mais à elle. Elle entendait Joe qui frappait sur quelque chose dans son garage, un son puissant qui résonnait dans la chaleur de l'après-midi, un marteau façonnant une pièce de métal léger, un silence puis étouffé. Merde! Le marteau s'abattit encore une fois, puis il y eut une pause plus longue. Enfin, son mari hurla. Brett! Elle se ratatinait toujours un peu quand il élevait ainsi la voix pour appeler son fils. Brett aimait énormément son père, mais Charity n'avait jamais su exactement ce que Joe éprouvait pour l'enfant. C'était une pensée affreuse, mais qui exprimait néanmoins la vérité. Une nuit, environ 2 ans auparavant, elle avait fait un cauchemar horrible, l'un de ceux qu'elle n'était pas près d'oublier. Dans son rêve, son mari plongeait une fourche en plein dans la poitrine de Brett. Les dents traversaient le corps du petit garçon pour lui ressortir dans le dos, soulevant son t-shirt comme des piquets tendent la toile d'une tente. « Ce petit salaud n'est pas venu quand je l'ai appelé !» lui expliquait le mari dans son rêve. Elle s'était alors réveillée dans un sursaut aux côtés de son véritable époux, qui, vêtu de son seul caleçon, dormait profondément, cuvant sa bière. Par la fenêtre, un rayon de lune tombait sur le lit où elle s'était assise, clair de lune qui perçait l'obscurité froide et sale. Et elle avait compris ce que peut signifier avoir peur, compris que la peur se présentait sous les traits d'un monstre aux dents jaunes envoyé par un dieu en colère pour dévorer les imprudents et les faibles. Joe l'avait battue plusieurs fois au cours de leur vie conjugale, et elle avait retenu la leçon. Peut-être n'était-elle pas un génie, mais sa mère n'avait sûrement pas élevé des imbéciles. Elle exécutait maintenant les ordres de Joe sans discuter. Elle supposait que Brett agissait de même, mais elle craignait parfois pour son enfant. Charity s'approcha à temps de la fenêtre pour voir Brett traverser la cour en courant puis s'engouffrer dans la grange. Joe, abattu et souffrant apparemment de la chaleur, le suivait péniblement. « Tiens-moi ça, Brett !»« Bien sûr, papa !» Le martèlement reprit aussitôt, cet impitoyable bruit de pic à glace. Bing, bing, bing. Elle imagina Brett maintenant 2 objets l'un contre l'autre, un burin contre un palier refroidi ou une cheville sur un gros boulon, et son mari, une palmale coincée entre ses lèvres minces, ses manches relevées, balançant un marteau de près de 3 kilos. Et s'il avait bu, s'il ratait ne serait-ce que d'1 millimètre sa cible, elle se représenta le cri d'agonie de son fils au moment où le marteau lui écraserait la main, la transformant en une masse de chair éclatée et sanglante. Charity croisa les bras sur sa poitrine pour chasser la vision de son esprit. Elle baissa à nouveau les yeux sur ce qu'elle tenait et se demanda si elle trouverait comment l'employer. Plus que tout au monde, elle aurait voulu aller voir sa sœur, Holly, dans le Connecticut. Cela faisait 6 ans maintenant. C'était en été 74, et elle s'en souvenait parfaitement, car hormis l'agréable week-end en question, cet été s'était avéré particulièrement pénible pour elle. C'était en 74 que Brett avait commencé à l'inquiéter la nuit. Agitation, cauchemar, et surtout crise de somnambulisme de plus en plus fréquente, et que Joe s'était mis à s'enivrer. Le sommeil de l'enfant avait fini par se calmer et le somnambulisme par s'arrêter. Joe, lui, avait continué de boire. Brett avait alors 4 ans. Il était aujourd'hui âgé de 10 ans et ne se rappelait même pas de sa tante Holly qui était mariée depuis 6 ans. Elle avait eu un petit garçon qui portait le même prénom que son mari et une fillette. Charity ne connaissait ni l'un ni l'autre, ses propres neveux, sinon sur les photos que Holly lui envoyait parfois. Elle n'osait plus demander à Joe d'y aller. Il en avait assez de l'entendre en parler et elle craignait qu'une nouvelle allusion ne déclenchât des coups. La dernière fois qu'elle avait proposé de prendre éventuellement quelques jours de vacances dans le Connecticut remontait à 16 mois. Joe Camber n'était pas très porté sur les voyages. Rien pour lui ne valait Castle Rock. Une fois l'an, il se rendait dans le nord, à Moosehead, pour chasser le cerf avec ce vieil ivrogne de Gary Pervier et quelques autres compères. En novembre dernier, il avait voulu emmener Brett. Charity s'y était opposée et avait tenu bon, malgré les grommellements de Joe et les regards vexés de Brett. Elle n'allait pas laisser son fils partir 15 jours avec cette bande, à écouter des plaisanteries graveleuses, un langage ordurieux, et à voir en quelle bête pouvaient se métamorphoser des hommes qui avaient bu plusieurs jours, voire plusieurs semaines de suite. Tous errant dans les bois, armés de fusils chargés. Des fusils prêts à partir, des chasseurs ivres. Ils finissaient toujours par se produire un accident avec ou sans gilet et chapeau fluorescent.
Brett ne serait pas la prochaine victime, pas son fils. Le marteau n'avait pas cessé de battre l'acier en cadence. Le bruit s'interrompit. Charity se détendit légèrement, puis le martèlement reprit. Elle songea qu'un jour ou l'autre, Brett finirait par partir avec eux et elle perdrait son fils. Il entrerait dans leur cercle et elle ne représenterait plus pour lui que la bonne à tout faire, la domestique. Ce jour viendrait, elle le savait et elle l'appréhendait, mais elle avait au moins réussi à faire reculer l'échéance d'une année. Et cet automne, arriverait-elle à le garder à la maison en novembre prochain? Peut-être pas. En tout cas, il serait préférable, pas parfait mais au moins préférable, de pouvoir conduire Brett d'abord dans le Connecticut, l'emmener là-bas et lui montrer comment... Oh, dis-le puisque personne ne l'entendra. Comment vivent les gens bien? Si Joe les laissait partir tous les deux, mais ce n'était même pas la peine d'y penser. Joe avait le droit de s'absenter tout seul ou avec des amis, mais elle non, même si Brett la chaperonnait. Cela constituait l'une des règles de base de leur mariage. Elle ne parvenait pas à chasser l'idée que tout serait tellement mieux sans lui, assis dans la cuisine de Holly à se saouler de bière, à dévisager Jim, le mari de Holly, de ses petits yeux bruns et insolents. Ce serait tellement mieux sans lui, si pressés de repartir que Jim et Holly auraient hâte de les voir s'en aller. Elle et Brett, rien que deux. Ils pourraient prendre le quart. Elle se dit, en novembre dernier, il voulait emmener Brett chasser avec lui. Elle se dit, ne pourrait-on pas trouver un arrangement? Charity frissonna. Le froid la pénétra soudain jusqu'aux os. Pouvait-elle vraiment lui proposer un tel marché? Permettrait-elle à Joe d'emmener Brett avec lui à Moosehead s'il les laissait en échange se rendre à Stratford en quart? L'argent, maintenant il y en avait, suffirait au voyage, mais pas à le convaincre. Il prendrait toute la somme et elle n'en verrait plus la couleur, à moins qu'elle ne joue sa carte exactement comme il fallait. Exactement. Ses pensées se précipitèrent. Les coups de marteau s'arrêtèrent. Elle aperçut Brett quitter la grange en courant et sentit confusément naître en elle une vague de soulagement. Charity avait la prémonition que, s'il devait un jour arriver quelque chose à son fils, ce serait dans cet endroit sombre dont le plancher maculé de graisse disparaissait sous la sueur de bois. Il existait un moyen, il existait sûrement un moyen. Elle voulait tenter le coup. Elle tenait à la main un billet de loterie. Debout près de la fenêtre, elle le tourna et le retourna pensivement entre ses doigts. Lorsque Steve Kemp rentra à sa boutique, il était foudrage. Il vivait dans la banlieue ouest de Castle Rock, sur la route 11. Le propriétaire des locaux était un fermier qui avait des biens à la fois à Castle Rock et à Brington, un imbécile fini. À l'intérieur de la boutique, la cuve de nettoyage de Steve, un récipient de tôle ondulé qui paraissait suffisamment grand pour y faire bouillir toute une colonie de missionnaires, monopolisait l'attention. Disposés autour de la cuve tels des petits satellites encerclant une grosse planète, on découvrait ensuite ses commandes. Des bureaux, des armoires, de la vaisselle, des placards, des bibliothèques, des tables. L'atmosphère sentait bon le vernis, les produits décapants, l'huile de lin. Du linge propre attendait Steve dans un vieux sac de voyage TWA. Le séducteur avait prévu de se changer après avoir fait l'amour avec cette ravissante petite conne. Il jeta le sac avec violence à travers l'atelier. L'objet heurta le mur du fond avant d'atterrir sur une commode. Steve fondit sur le sac, y donna un grand coup qui le fit tomber. Il le cueillit du pied et le projeta contre le plafond, puis le laissa s'écraser au sol, où il l'abandonna, gissant sur le côté tel le cadavre d'une marmotte. Steve resta debout, le souffle court, respirant l'air lourd de la boutique, à fixer d'un regard vide les 3 chaises qu'il avait promis de rempailler avant la fin de la semaine. Il avait passé ses pouces à l'intérieur de sa ceinture, mais gardait les poings serrés, sa lèvre inférieure pendait, il ressemblait à un gosse boudant après une engueulade. « La salope !» lâcha-t-il en se précipitant sur le sac. Il allait lui donner un nouveau coup de pied, mais se ravisa et le ramassa. Il traversa l'atelier et entra dans le 3 pièces contigu. Il faisait encore plus chaud dans la maison. Ce mois de juillet était une vraie fournaise. Cela finissait par vous monter à la tête. La cuisine était encombrée de vaisselle sale. Les mouches tournoyaient autour d'un sac poubelle rempli de boîtes de thon et de corned beef. Dans la salle de séjour trônait un énorme téléviseur, un vieux zénith en noir et blanc que Steve avait sauvé de la décharge publique. Un gros chat au pelage tacheté et répondant au nom de Bernie Carbo dormait sur le poste de télé, si profondément qu'on l'eût cru mort. La chambre à coucher lui servait aussi de bureau. Le lit pliant défait montrait des draps raides de sperme. Quel que fût le nombre de ses aventures, qui ces 2 dernières semaines avoisinaient le 0, il pratiquait assidûment la masturbation. Il considérait cet exercice comme un signe de créativité. De l'autre côté du lit se trouvait son bureau qu'occupait une vieille machine à écrire Underwood.
De part et d'autre du meuble s'empilaient des manuscrits qu'on retrouvait aussi rangés dans des boîtes ou maintenus par de simples bandes élastiques, entassés dans un coin de la chambre. Steve écrivait beaucoup et déménageait constamment. Ses écrits, surtout des poèmes, quelques articles, une pièce surréaliste dont les personnages ne prononçaient pas plus d'une dizaine de mots et un roman qui connaissait déjà 6 versions mais aucune satisfaisante, constituaient la majeure partie de ses bagages. Cela faisait 5 ans qu'il n'avait pas vécu suffisamment longtemps quelque part pour vider complètement carton et valise. Un jour, lors du précédent mois de décembre, il avait découvert dans sa barbe les premiers poils gris. Cela l'avait plongé dans une déprime qui dura plusieurs semaines. Il ne s'était plus rasé depuis, comme si le fait de couper le poil pouvait provoquer le grisonnement. Il avait 38 ans. Il se refusait à penser qu'il était aussi vieux, mais parfois cette évidence arrivait à le prendre par surprise. L'idée d'être aussi âgé, moins de 700 jours le séparaient de la quarantaine, le terrifiait. Il avait toujours cru que seuls les autres pouvaient atteindre 40 ans. « Cette garce !» se répétait-il inlassablement. « Cette garce !» Steve avait laissé tomber des dizaines de femmes depuis le jour où, encore lycéen, il s'était fait dépuceler par une remplaçante française. Jolie fille, un peu mystérieuse et assez fragile, mais lui n'avait pas été plaqué plus de 2 ou 3 fois. Il avait le don de pressentir la rupture prochaine et de s'en aller le premier. Cela constituait un moyen de défense, comme de se défausser d'une bonne carte plutôt que de tenter l'impasse. Il fallait le faire à temps si l'on ne voulait pas se laisser avoir. C'était une manière de se protéger. De même qu'on essaye de ne pas penser à son âge. Steve s'était rendu compte que Donna s'éloignait, mais il l'avait prise pour une femme facile à manipuler, du moins pour quelque temps, en faisant agir certains facteurs d'ordre sexuel et psychologique. La peur, pour rappeler les choses par leur nom. S'être laissé ainsi surprendre le mettait en rage en même temps que cela le blessait. Il gardait l'impression d'avoir été fouetté jusqu'au sang. Il se déshabilla, jeta son portefeuille et ses vêtements sur le bureau, entra dans la salle de bain et prit une douche. Lorsqu'il revint dans la chambre, il se sentait un peu mieux. Il enfila un jean et une chemise de guingamp délavée qu'il tira de son sac de voyage. Il ramassa son linge sale, le fourra dans l'une des poches extérieures de la sacoche et s'immobilisa pour contempler pensivement son portefeuille. Plusieurs cartes de visite en étaient tombées. Trop nombreuses, elles avaient toujours tendance à sortir. Le portefeuille de Steve Kemp en recelait une véritable collection. Steve récupérait presque systématiquement les cartes de visite et les y entassait. Elles faisaient de jolis signets et le dos convenait parfaitement pour noter une adresse, un renseignement ou un numéro de téléphone. Il en prenait parfois 2 ou 3 quand il se trouvait chez un plombier ou s'il tombait sur un représentant de compagnie d'assurance, les gratifiant d'un grand sourire mielleux. Un après-midi où il était allé retrouver Donna, il avait remarqué sur le téléviseur la carte du mari trompé. Donna prenait sans doute une douche. Il s'était emparé du Bristol sans véritable motif, sinon sa manie de collectionneur. Steve ouvrit son portefeuille et fouilla dans ses cartes, certaines portant le nom de conseiller d'administration de Virginie, d'autres celui d'agent immobilier du Colorado, et d'une douzaine de représentants de professions différentes. Il crut un instant qu'il avait perdu celle du gentil petit mari, mais elle avait simplement glissé entre 2 coupures d'$1. Steve s'en saisit puis l'examina. Une carte blanche, imprimée en bas de case bleue très élégant. Un monsieur businessman triomphant, sobre mais imposante, rien de clinquant. Roger Brixton, Hardworks, Victor Trenton, 1633 Congress Street, Portland, Maine. Téléphone 799 86 00. Steve tira une feuille de rame de papier de mauvaise qualité et mit un peu d'ordre en face de lui. Il jeta un bref coup d'œil en direction de sa machine à écrire. Non, une frappe de machine était aussi reconnaissable qu'une empreinte digitale. C'est grâce à son A minuscule légèrement tordu qu'on a coincé le coupable, inspecteur. Le jury n'a délibéré que le temps de prendre une tasse de thé. Ceci n'aurait rien à voir avec la police, en aucun cas, mais la prudence s'imposait d'elle-même. Du papier bon marché, disponible dans toutes les papeteries, pas de machine à écrire. Il prit un feutre pointe fine dans la boîte à café qui occupait un coin de son bureau et inscrivit en grosses lettres capitales « Salut Vic, pas mal roulé ta petite femme, ça m'a botté de la baiser jusqu'à l'os. » Il s'interrompit et se tapota les dents du bout de son feutre. Il commençait à retrouver la forme, la grande forme. Bien sûr, Donna était jolie, mais il se doutait que cela ne suffirait pas à Trenton. Il n'était pas difficile d'écrire à quelqu'un, et cela revenait moins cher qu'une tasse de café, mais il devait exister un détail, il y avait toujours quelque chose. Quoi trouver? Steve sourit brusquement. Quand il souriait ainsi, tout son visage s'éclairait, et l'on comprenait sans peine pourquoi depuis la jolie suppléante française, les femmes ne lui avaient jamais posé beaucoup de problèmes. Il écrivit « À quoi te fait penser le grain de beauté qu'elle a juste au-dessus du mont de Vénus ?
Pour moi, ça ressemble à un point d'interrogation. Tu ne te poses pas de questions ?» Cela suffisait. Du moment qu'on a le ventre plein, un repas vaut un festin, disait souvent sa mère. Il trouva une enveloppe et y glissa le message. Après un instant d'hésitation, il y joignit la carte d'AdWorks et traça en lettres capitales également l'adresse du bureau de Vic. Réfléchissant quelques secondes, il décida de faire preuve d'un peu de pitié à l'égard de ce pauvre bougre et ajouta la mention « personnel » sous l'adresse. Steve lança la lettre sur le rebord de la fenêtre et s'appuya contre le dossier de sa chaise avec une impression de profond bien-être. Il pourrait écrire ce soir, il le sentait. Dehors, un camion immatriculé dans un autre état s'engouffra dans l'allée. Un petit camion transportant à l'arrière une énorme armoire de l'Indiana. Quelqu'un avait fait une affaire chez ces particuliers qui vendaient leurs vieilleries. Tant mieux pour lui. Steve se dirigea tranquillement vers la boutique. Il prendrait leur armoire et leur argent avec plaisir, mais doutait vraiment d'avoir le temps d'accomplir le travail. Une fois la lettre postée, un petit changement d'air ne lui ferait pas de mal. Mais sans trop s'éloigner, du moins pour le moment. Il pensait qu'il méritait bien de rester suffisamment longtemps dans les environs pour se payer une dernière visite à mademoiselle Grant-Guibol, quand il serait sûr que le gentil petit mari ne rôderait pas dans les parages, évidemment. Steve avait déjà joué au tennis avec lui, et il ne payait pas de mine. Maigre, de grosses lunettes, des mains de jeune fille, mais on ne pouvait jamais prévoir le moment où le gentil petit mari se mettrait hors de lui et se préparerait à commettre un acte antisocial. Nombreux étaient ces charmants époux qui gardaient toujours un fusil chez eux. Aussi Steve s'assurait-il que le terrain était libre avant de s'y aventurer. Il se permettrait une seule et unique visite, puis mettrait un point final à toute cette affaire. Peut-être se rendrait-il dans l'Ohio pendant quelque temps, ou en Pennsylvanie, ou encore à Taos dans le Nouveau-Mexique. Mais comme le farceur qui a offert à quelqu'un une cigarette truquée, il désirait rester assez près, mais à distance prudente bien entendu, pour l'avoir explosée. Le chauffeur de la camionnette et sa femme fouillaient l'atelier du regard en quête de Steve. Celui-ci apparut, souriant, les mains enfoncées dans les poches de son jean. La femme lui rendit aussitôt son sourire. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda-t-il en se disant qu'il posterait la lettre dès qu'il serait débarrassé d'eux. Ce soir-là, alors que le soleil boule rouge et brûlante se couchait à l'occident, la chemise nouée par les manches autour de la taille examinait le moteur de la Pinto de sa femme. Donna, d'allure fraîche et juvénile dans son short blanc et sa chemisette à carreaux sans manches, se tenait près de lui. Elle était pieds nus. Tad, vêtu de son seul maillot de bain, menait son tricycle à un train d'enfer le long de l'allée du jardin, dans un jeu imaginaire qui mettait en scène des personnages de ses livres et d'autres sortis des programmes télévisés pour les enfants. « Bois ton thé glacé avant qu'il fonde », conseilla Donna à Vic. « Le verre était posé sur le côté du capot. Vic avala quelques gorgées, reposa le verre sans regarder, le faisant tomber dans les mains de sa femme. « Hé !» s'exclama-t-il. « Joli coup !» Elle sourit. « Oh, je sais quand tu penses à autre chose, c'est tout. »« Admire, pas une seule goutte ne s'est renversée. » Ils échangèrent un regard joyeux et complice. Une seconde de bonheur, se dit Vic. Peut-être n'était-ce que le fruit de son imagination, ou bien prenait-il ses désirs pour des réalités, mais il lui semblait que ces petits moments heureux se multipliaient ces derniers temps. Moins de mots durs, plus rares les silences froids, ou tout simplement, mais peut-être était-ce pire, indifférents. Il ne savait pas à quoi il devait cette amélioration, mais il en éprouvait comme de la gratitude. « Encore d'un niveau de club de seconde division, répliqua-t-il. Tu as encore des progrès à faire si tu veux jouer la finale, mon chou. »« Bon, alors, qu'est-ce qui cloche avec ma voiture, chef ?» Il avait ôté le filtre à air qui reposait maintenant sur le sol. « J'ai jamais vu un frisbee comme ça ?» avait dit Tad fort à propos, quelques instants auparavant, en faisant tourner son tricycle autour. Vic se replongea dans le moteur et tapota le carburateur du bout de son tournevis en geste d'impuissance. « C'est dans le carburateur, je crois que c'est la soupape qui reste coincée. »« Et c'est grave ?»« Non, pas trop, répondit-il, mais quand elle se coince, elle empêche le refroidissement. C'est la soupape qui contrôle l'arrivée de l'essence dans le carburateur, et quand l'essence n'arrive plus, le moteur cale. C'est quasiment écrit dans la Constitution, mon chéri. Papa, tu me pousses sur la balançoire ? Oui, j'arrive tout de suite. Youpi, je vais derrière. Tad partit vers l'arrière de la maison où se trouvait le portique que Vic avait monté l'été précédent avec l'aide de schémas explicatifs. Il s'y mettait après dîner ou pendant les week-ends, en s'envoyant des gin toniques et en écoutant sa radio déverser près de lui les hurlements des commentateurs sportifs. Tad, qui avait alors 3 ans, s'asseyait solennellement sur le rebord de l'escalier qui menait à la cave, ou sur les marches du porche, le menton posé dans ses mains, allant parfois chercher quelque chose, mais restant surtout à regarder silencieusement. L'été dernier, un été agréable, pas aussi étouffant que celui-ci. Il avait alors semblé que Donna commençait à s'habituer
et à se rendre compte que le Maine, Castle Rock, AdWorks, toutes ces choses pourraient leur être profitables à eux trois. Puis cette période de déveine, dont le plus désagréable était l'impression harcelante, presque pathologique, que la situation allait plus mal encore qu'il ne voulait se l'avouer. Dans la maison, les objets lui parurent avoir été subtilement déplacés, comme si une main étrangère y avait touché. Il avait eu l'idée idiote, mais l'était-elle vraiment, que Donna changeait les draps trop souvent. Il restait toujours propre, et une nuit, l'éternelle question lui était venue, résonnant lugubrement dans sa tête. Qui dort dans mon lit? Les choses semblaient s'arranger maintenant, sans l'affaire des Red Raspberry Zingers et ce sale voyage qui assombrissait son horizon. Il sentait aussi que cet été aurait pu être heureux. Peut-être même pourrait-il le devenir. Il arrivait qu'on gagne. Les espoirs n'étaient pas condamnés à rester vains. Vic croyait en cela, même si l'expérience ne lui avait jamais permis de vérifier cette théorie. « Tad !» cria Donna, arrêtant net l'enfant. « Range ton tricycle dans le garage. »« Oh, maman !»« Tout de suite, sœur, s'il vous plaît. »« Sœur !» répéta Tad en pouffant dans ses doigts. « Mais toi, tu n'as pas rangé ton auto, maman ?»« Papa travaille dessus. »« Oui, mais... » « Écoute ta mère, Tad, coupa Vic en ramassant le filtre à air. Je serai là-bas dans 5 minutes. Tad enfourcha son tricycle et le conduisit dans le garage en imitant une sirène d'ambulance. Pourquoi le remets-tu en place? Interrogea Donna. Tu ne le répares pas? Oh, c'est un travail de précision, expliqua Vic. Je n'ai pas les outils nécessaires. Je casserai probablement tout au lieu de réparer. Saloperie, prononça-t-elle d'un ton morose en tapant dans un pneu. Ce genre de truc arrive toujours quand la garantie ne marche plus, c'est pas vrai? La Pinto venait de dépasser les 30 000 kilomètres et il leur restait encore 6 mois de traite à payer. Ça aussi, ça doit être écrit dans la Constitution, répondit Vic. Il ajusta le filtre et serra le petit papillon. Je suppose que je pourrais la conduire jusqu'à South Paris, pendant que Tad sera à son club. Mais je devrais quand même louer quelque chose, avec toi parti. Tu crois qu'elle tiendra jusqu'à South Paris, Vic? Oh, sans problème. Mais ce n'est pas la peine d'aller si loin. Va chez Joe Camber. C'est à moins de 10 kilomètres et il fait du bon travail. Tu te souviens de ce roulement sur la Jaguar? Il l'a décoincé avec un engin fabriqué à partir de vieux bouts de poteaux télégraphiques et ne m'a fait payer que 10 $. Tu parles, si j'étais allé à Portland, mon compte en banque aurait pris une sacrée gifle. Ce type me met mal à l'aise, dit Donna. Sorti du fait qu'il avait un petit coup dans l'aile, je veux dire. Bon, qu'est-ce qu'il a fait pour te mettre si mal à l'aise? Je sais pas, sa façon de me regarder. Vic éclata de rire. Mon chou, avec toi, il y a vraiment de quoi faire. Oh, merci du compliment, répliqua Donna. Ce n'est pas forcément désagréable pour une femme d'être regardée. C'est la sensation d'être déshabillée qui nous rend nerveuse. Elle s'interrompit, contemplant d'un air étrange, pensa-t-il, la lumière d'un rouge violent du couchant, puis elle se retourna vers lui. Il y a des hommes qui donnent l'impression d'avoir constamment un petit film intitulé « Le viol des Sabines » dans la tête, et que l'on tient justement le rôle principal. Il eut le sentiment curieux et déplaisant qu'une fois encore, elle faisait allusion à plusieurs choses en même temps. Mais il ne voulait pas approfondir la question ce soir, pas au moment où il commençait à émerger de ce mois pourri. « Je suis certain, mon chéri, qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Il a une femme, un gosse. »« Oui, tu as sans doute raison. » Mais elle croisa les bras sur la poitrine, serrant ses coudes dans ses paumes, ce qui trahissait toujours chez elle une certaine nervosité. « Écoute, proposa Vic, je vais amener ta voiture là-bas samedi prochain, et je la lui laisserai s'il le faut, d'accord? Il pourra sûrement s'en occuper tout de suite. Je prendrai une bière avec lui et je jouerai avec son chien. Tu te rappelles, ce Saint-Bernard? Donna fit la grimace. Oh, je me souviens même de son nom. Il a failli faire tomber Tad à force de le lécher. Tu te rappelles? Vic hocha la tête. Pendant tout l'après-midi, Tad n'a pas arrêté de lui courir après en criant « Cujo! Ici, Cujo !» Ils partirent d'un même rire. « Je me sens tellement bête des fois, soupira Donna. Si je savais me servir d'un levier de vitesse normal, je pourrais simplement prendre la Jag pendant que tu seras parti. »« Oh, c'est aussi bien comme ça. La Jag est capricieuse. Il faut savoir lui parler. » Il referma le capot de la Pinto d'un coup sec. « Non, espèce d'imbécile !» gémit-elle. « Ton thé glacé, il était là !» Il prit un air de surprise tellement comique qu'elle céda au fou rire. Il ne tarda pas à l'imiter. Ils riaient tant qu'ils durent se raccrocher l'un à l'autre comme un couple d'ivrognes. Tad, les yeux ronds, arriva de derrière la maison pour voir ce qui se passait. Au bout d'un instant, convaincu que, malgré les apparences, ils allaient à peu près bien, il se joignit à l'hilarité générale. C'est vers ce moment-là que Steve Camp, à moins de 3 kilomètres de là, posta sa lettre. Plus tard, comme l'obscurité s'installait,
Que la chaleur s'atténuait légèrement et que les premières lucioles commençaient de fendre l'air dans la cour de derrière, Vic alla pousser son fils sur la balançoire. « Plus haut, papa, plus haut !»« Si tu vas plus haut, tu vas passer par-dessus le portique, mon gamin. »« Alors, juste en dessous, papa, juste en dessous. » Vic poussa très fort la petite planche, propulsant Tad vers le ciel où l'on apercevait les premières étoiles, puis la laissant revenir très loin dans l'autre sens. La tête rejetée en arrière, les cheveux au vent, Tad lançait des cris de joie. « Ouais, papa, c'est bien, encore, encore !» Vic redonna de l'élan à la balançoire, mais en le prenant cette fois-ci par devant. L'enfant s'éleva dans la nuit chaude et tranquille. Tante Evie Chalmers s'habitait tout près, et les cris où se mêlaient la peur et le plaisir furent les derniers sons qu'elle perçut avant de mourir. Son cœur lâcha, ou plutôt, l'une des parois si minces de son cœur céda brusquement, et presque sans douleur, alors qu'elle se tenait assise dans sa cuisine, une tasse de café dans une main, une Herbert Tarleton extra longue dans l'autre. Elle s'appuya contre le dossier de la chaise et sa vue s'obscurcit. Les cris d'un enfant lui parvinrent, d'abord des cris joyeux, puis, au fur et à mesure qu'elle se sentait partir, attirée par une force impérieuse mais non hostile, des hurlements de terreur et d'angoisse. Enfin, tout fut fini, et sa nièce, Abby, la découvrirait le lendemain, son café aussi glacé que son corps, sa cigarette transformée en un fragile cylindre de cendre, son dentier dépassant de sa bouche flétrie, telle une fente prête à mordre. Juste avant d'aller se coucher, Tad s'assit avec Vic sur le perron qui donnait sur le jardin. Vic sirotait une bière, Tad du lait. « Papa ?»« Oui, quoi ? Je voudrais tant que tu ne partes pas la semaine prochaine. »« Je vais revenir. »« Oui, mais... » Tad baissait la tête, luttant contre les larmes. Vic lui posa la main sur le cou. « Mais quoi, mon grand ? Qui est-ce qui va me dire la formule qui chasse le monstre du placard ? Maman ne la sait pas, y a que toi qui la sais. » Les larmes jaillirent et coulèrent le long des joues du petit garçon. « C'est tout ?» demanda Vic. La formule pour le monstre, Vic l'avait d'abord baptisée les injonctions au monstre, mais Tad n'arrivait pas à le dire, était née à la fin du printemps, quand l'enfant avait commencé à faire des cauchemars et à avoir peur du noir. Il affirmait qu'il y avait quelque chose dans son placard, et que parfois, la nuit, la porte de la penderie s'ouvrait toute grande, et qu'il apercevait alors à l'intérieur une bête aux yeux jaunes qui voulait le manger. Donna s'était dit que le livre de Maurice Sendak, Max et les Maxi-Monstres, en était peut-être la cause. Vic s'était demandé si Tad avait pu entendre rapporter de façon quelque peu exagérée l'histoire de ces meurtres en série qui avaient eu lieu à Castle Rock, et en déduire que le criminel, devenu depuis une sorte de croque-mitaine local, occupait son placard plus vivant que jamais. Il avait fait part de ses doutes à Roger, pas à Donna, qui avait répondu que c'était possible. Avec les gosses, tout était possible. Au bout de 15 jours de ces terreurs nocturnes, Donna avait elle aussi fini par voir des fantômes. Un matin, agitée d'un rire nerveux, elle lui avait raconté que dans le placard de Tad, les choses semblaient parfois avoir changé de place. « Eh bien, c'est Tad, » avait répliqué Vic. « Tu ne comprends pas ?» l'interrompit Donna. « Il n'y entre plus jamais, Vic, jamais, il a trop peur. » Elle avait ajouté que, souvent, le placard sentait vraiment mauvais les matins qui suivaient les nuits de cauchemars et d'insomnie angoissée de leur fils. Comme si l'on y avait enfermé un animal. Troublé, Vic s'était rendu dans la chambre de Tad pour renifler l'odeur qui régnait à l'intérieur de la penderie. Il commençait à soupçonner que Tad souffrait peut-être de somnambulisme, que, pris par un rêve étrange, l'enfant allait peut-être uriner dans le placard. Vic n'avait rien senti d'autre que la naphtaline. Le réduit, dont une cloison était enduite de plâtre et l'autre laissait paraître le latage, avait environ 2,40 m de profondeur et était aussi étroit qu'un compartiment Pullman. Aucun croque-mitaine ne s'y trouvait, et apparemment, du moins, Vic en ressortit entier. Quelques toiles d'araignée s'accrochèrent à ses cheveux, ce fut tout. Au début, Donna avait conseillé à Tad de penser à de jolis rêves pour refouler ses peurs, puis elle avait essayé les prières. Tad avait repoussé la première suggestion en prétendant que le monstre lui volait ses jolis rêves, et la deuxième en arguant que si Dieu ne croyait pas au monstre, alors les prières ne servaient à rien. Elle avait perdu son calme, en partie sans doute parce qu'elle non plus ne se sentait pas très rassurée. Un jour qu'elle rangeait des chemises dans le placard, la porte s'était doucement refermée derrière elle, et la jeune femme avait passé plusieurs secondes affreuses à chercher la sortie. Elle avait alors perçu une odeur, un parfum vivant, chaud et violent, une odeur fauve. Elle lui rappela un peu la sueur de Steve Camp lorsqu'il venait de faire l'amour. Donna déclara donc à Tad d'un ton coupant que puisque les monstres n'existaient pas, il n'avait qu'à ne plus y penser, serrer bien fort son nounours dans ses bras et dormir.
Vic imaginait très bien, ou se rappelait clairement, la porte qui dans l'obscurité ressemblait à la bouche béante d'un idiot, à un endroit où d'étranges choses se mettaient à bruisser, où sur les cintres les vêtements prenaient l'allure de pendus. Il se souvenait vaguement des ombres que pouvaient projeter sur le mur les lumières de la rue durant les 4 heures interminables qui suivent minuit, des craquements que produisit la maison en vieillissant ou qu'émettait peut-être seulement, quelque chose qui grimpait. Il avait donc opté pour les injonctions au monstre, ou plus simplement la formule pour le monstre. Quoi qu'il en soit, il ne s'agissait de rien de plus, rien de moins non plus, qu'une incantation très primaire destinée à éloigner le mal. Vic l'avait inventé un jour, à l'heure du repas, et au grand soulagement mêlé de déception de Donna, cela fonctionnait là où toutes ses propres tentatives, usées de psychologie, employer sa science de l'efficacité parentale, et finalement l'autorité brute, avaient échoué. Chaque nuit, telle une bénédiction, Vic la lisait au-dessus du lit de Tad, qui était couché, nu, sous un simple drap dans l'atmosphère suffocante de la chambre. « Tu ne crains pas qu'à la longue cela ne lui fasse plus beaucoup d'effet » lui avait demandé Donna. Sa voix trahissait à la fois de l'amusement et de l'irritation. Cela se passait à la fin du mois de mai, à un moment où leur rapport s'était considérablement tendu. « Les publicitaires se moquent du long terme, » avait retorqué Vic. « Ce qu'ils cherchent, c'est une solution immédiate, vraiment immédiate. Et ça, je sais bien le faire. » « Bah oui, personne pour dire la formule, c'est ça le problème. C'est beaucoup le problème, » reprit Tad en essuyant ses larmes, avec écœurement et un peu d'embarras. « Bon, écoute-moi, » commença son père. « Je l'ai écrite. C'est grâce à cela que j'arrive à la répéter tous les soirs. Je vais la recopier sur une feuille de papier que je punaiserai au-dessus de ton lit. Comme ça, maman pourra te la lire tous les soirs quand je serai parti. »« Ouais, tu le feras ?»« Bien sûr, puisque je te l'ai dit. Tu ne vas pas oublier. »« Ne t'inquiète pas, mon grand, je m'y mets dès ce soir. » Tad enlaça son père qui l'étreignit très fort. Cette nuit-là, quand Tad se fut endormi, Vic entra tout doucement dans la chambre de l'enfant et punaisa au mur une feuille de papier. Il la plaça près du calendrier illustré de Tad, là où le petit ne pourrait pas ne pas la voir. Sur la feuille de papier figurait en grandes lettres, soigneusement tracées, « Formule pour le monstre, pour Tad. »« Monstre, n'entrez pas dans cette chambre. Vous n'avez rien à faire ici. Pas de monstre sous le lit de Tad. C'est bien trop petit là-dessous. Pas de monstre caché dans le placard de Tad. C'est beaucoup trop étroit. Pas de monstre derrière la fenêtre de Tad. Il n'y a pas de place pour vous là-bas. Pas de vampires, de loups-garous ou de bêtes qui mordent. Vous n'avez rien à faire ici. Rien n'approchera Tad ou ne lui fera du mal de toute la nuit. Vous n'avez rien à faire ici. » Vic contempla longuement son œuvre, en songeant qu'avant de partir, il devrait rappeler encore au moins 2 fois à Donna de lire à l'enfant ses injonctions chaque soir, pour bien la convaincre de l'importance que revêtait aux yeux de Tad la formule pour le monstre. Au moment de sortir, il s'aperçut que la porte du placard était ouverte, juste une fente. Il la referma convenablement et quitta la chambre de son fils. Beaucoup plus tard, cette nuit-là, la porte se rouvrit. Des éclairs de chaleur jetaient des lueurs sporadiques, dessinant d'étranges ombres dans cette gueule ouverte. Mais Tad ne se réveilla pas. Le lendemain matin, à 7h15, Steve Camp effectuait une marche arrière pour prendre la route 11. Il parcourut plusieurs kilomètres en direction de la route 302. Là, il tournerait à gauche et se dirigerait vers Portland, au sud-est, de l'autre côté de l'État. Il se disait qu'il irait pieuter dans un foyer de jeunes chrétiens pendant quelque temps. Une pile bien nette d'enveloppes prêtes à partir, non pas rédigées en lettres capitales cette fois-ci, mais tapées sur sa machine, attendait sur le tableau de bord du fourgon. Sa machine à écrire, ainsi que le reste de son matériel, se trouvait maintenant à l'arrière du véhicule. Il ne lui avait pas fallu beaucoup plus d'1h30 pour plier bagages, sans oublier Bernie Carbeau, qui pour l'instant sommeillait dans sa caisse près des portes arrière. Steve et Bernie n'aimaient pas se charger. Les adresses figurant sur les enveloppes trahissaient le travail d'un professionnel. 16 ans d'écriture avaient au moins fait de Steve un excellent dactylo. Il s'approcha de la boîte aux lettres dans laquelle il avait posté la veille le message anonyme destiné à Vic et y glissa les enveloppes. Partir sans régler le loyer de la maison et de l'atelier ne l'aurait pas gêné le moins du monde s'il avait décidé de quitter l'État. Mais comme il se rendait à Portland, il lui semblait plus prudent de rester dans la légalité. Cette fois-ci, il pouvait se permettre de rouler tranquillement. Il avait planqué $600 en liquide dans la petite cavité située derrière la boîte à gants. En plus du chèque qu'il devait pour le loyer, il renvoyait les acomptes qu'il avait perçus pour des commandes importantes. Un mot poli informant qu'il était désolé d'avoir pu causer le moindre ennui, mais que sa mère venait de tomber très gravement malade,
N'importe quel Américain bien constitué se laissait toujours avoir par les histoires de maman malade. Accompagnait chaque chèque. Ceux qui lui avaient apporté du travail à faire pouvaient récupérer leurs biens à la boutique, ils trouveraient la clé au-dessus de la porte, à droite, et étaient priés de la remettre en place avant de partir. Merci, merci, blablabla, des conneries, des conneries. Certains protesteraient, mais il n'y aurait pas de quoi fouetter un chat. Ces lettres postées, Steve éprouva la satisfaction d'avoir bien préparé son coup. Il s'engagea sur la route de Portland en chantonnant au rythme de la radio. Il poussa le compteur du fourgon jusqu'à 100 km à l'heure, espérant que la circulation resterait aussi fluide et lui permettrait d'arriver à Portland suffisamment tôt pour trouver un cours libre au club de tennis du Maine. La journée, en fin de compte, s'annonçait bien. Si M. Businessman n'avait pas encore reçu sa petite lettre explosive, elle lui parviendrait sans doute aujourd'hui. Joli, se dit Steve, et il éclata de rire. À 7h30, au moment où Steve Camp rêvait à son tennis, Vic Trenton songeait qu'il lui faudrait penser à appeler Joe Camber au sujet de la Pinto de sa femme, et Charity Camber préparait le petit déjeuner de son fils. Cela faisait une demi-heure que Joe était parti pour Lewiston, souhaitant y trouver un pare-brise 72 Camaro chez un ferrailleur ou dans l'un des cimetières auto de la ville. Cela arrangeait bien les plans de Charity, plans qu'elle élaborait lentement et précautionneusement. Elle posa devant Brett une assiette d'œufs brouillés et de bacon, puis s'installa près du garçon. Légèrement surpris, Brett leva les yeux du livre qu'il était en train de lire. Quand elle avait préparé son petit déjeuner, sa mère se mettait habituellement à ses occupations matinales. Mieux valait en général éviter de lui parler avant qu'elle n'ait avalé son deuxième café. « Je peux te dire 2 mots, Brett ?» L'étonnement de l'enfant se mua en stupéfaction. Il la dévisagea et remarqua une expression jusque-là inconnue sur les traits de sa mère. Elle paraissait nerveuse. Il referma son livre et répondit « Bien sûr, maman. »« Cela te plairait-il » Elle s'éclaircit la gorge et recommença. « Cela te plairait-il de descendre dans le Connecticut, à Stratford, chez ta tante Holly et ton oncle Jim, de voir tes cousins ?» Le visage de Brett s'éclaira. En tout, il n'était sorti du Maine que 2 fois dans sa vie. La dernière, il s'était rendu dans le New Hampshire, à Portsmouth, avec son père, pour une adjudication de voiture d'occasion, d'où il avait rapporté une Ford 58, dont il ne restait que la moitié du moteur. « Ouais » s'exclama-t-il. « Quand ?»« Ben, je pensais à lundi, » répondit-elle. « Juste après le week-end du 4 juillet. Nous partirions une semaine. Cela te conviendrait ?»« Ah, je pense bien. Bon Dieu, je croyais que papa avait plein de travail de prévu pour la semaine prochaine. Il a dû... Oh, je n'ai pas encore parlé de cela à ton père. » Le sourire de Brett s'évanouit. Il prit une bouchée de bacon et se mit à manger. « Eh bien, je sais qu'il a promis à Richie Sims de s'occuper du moteur de sa moissonneuse internationale. Et M. Miller, à l'école, devait lui amener sa Ford pour qu'il vérifie la transmission. Et je pensais que nous partirions tous les 2, coupa Charity, en prenant le car à Portland. » Brett semblait dubitatif. Dehors, Cujo monta lentement les marches du perron et s'effondra en poussant un grognement à l'ombre du porche sur le plancher de bois. Il regarda par la porte vitrée le garçon et la femme de ses yeux là, bordés de rouge. Il se sentait très mal maintenant, vraiment très mal. « Bon Dieu, maman, je sais pas si... » »« Ne dis pas bon Dieu tout le temps, c'est une grossièreté. »« Oh, pardon. »« Aurais-tu envie d'y aller, si ton père était d'accord ?»« Oh oui, beaucoup. Mais tu crois qu'on pourrait ?»« Peut-être. » Elle fixait pensivement du regard la fenêtre au-dessus de l'évier. « Et c'est loin, maman, Stratford ?»« Dans les 500 kilomètres, je suppose. »« Bon, je veux dire, bien, c'est rudement loin. Est-ce que... » Brett, il la dévisagea avec insistance. À nouveau, la voix et l'expression de sa mère révélaient une certaine tension, la même nervosité. « Quoi, maman ? Saurais-tu s'il manque quelque chose à ton père au garage, quelque chose qu'il voudrait vraiment acheter ?» La lueur qui brillait dans les yeux de Brett s'atténua légèrement. « Eh bien, il a toujours besoin de clés à molette, et puis il lui faut un nouveau jeu de joint à boulet. Un masque à souder neuf ne serait pas trop, car le vieux est fendu. Non, je voulais dire quelque chose de gros, de cher. » Brett réfléchit un instant, puis son visage prit un air joyeux. « Eh bien, je crois ce qu'il aimerait vraiment avoir, c'est un nouveau moufle Jorgen, pour pouvoir sortir le moteur de la moissonneuse de Richie Sims, foutre... enfin, plus facilement, quoi. » Il s'empourpra et reprit très vite. « Mais tu ne pourras jamais lui acheter un truc comme ça, maman, ça coûte du pognon. » Elle avait horreur de cette expression qui sortait tout droit de la bouche de Joe. « Combien ?»« Eh ben, dans le catalogue, c'est marqué 1700 $. Mais papa pourrait sûrement l'avoir au prix de gros chez M. Belasco, à la machine de Portland. Papa dit que M. Belasco a peur de lui. »« Et tu trouves ça vraiment intelligent ?» lui demanda-t-elle d'un ton brusque. «
Brett se redressa, légèrement effrayé par la violence de Charity. Il ne se rappelait pas avoir déjà vu sa mère se comporter ainsi. Cujo lui-même, couché sous le porche, baissa les oreilles. « Alors, tu trouves ça malin ?»« Non, maman, lâcha-t-il. Mais Charity savait pertinemment qu'il mentait, et cela lui était pénible. Si vous arriviez à effrayer suffisamment quelqu'un pour qu'il vous fasse des prix de gros, vous agissiez simplement en bon commerçant. Elle avait perçu l'admiration dans la voix de son fils, même s'il n'en était pas conscient. Il veut lui ressembler. Il croit son père très fort quand il fait peur aux gens. Oh mon Dieu! Il n'a pas besoin d'être très intelligent pour faire peur à quelqu'un, assura Charity. Il suffit de prendre une grosse voix et d'être de méchante humeur. Il n'y a rien là d'admirable. Elle baissa le ton et lui donna une petite tape de la main. Continue de manger. Je n'avais pas l'intention de te gronder. Ça doit être la chaleur, je suppose. Il se mit à manger, mais lentement et avec application, en jetant de temps en temps des coups d'œil vers sa mère. Il fallait regarder où l'on mettait les pieds ce matin. Tu as une idée de ce que serait le prix de gros? 1300 dollars? 1000? Oh, je ne sais pas, maman. Et ce Belasco, tu crois qu'il livre pour une commande aussi importante? Oui, j'imagine, si on avait cet argent-là. Elle enfonça la main dans la poche de sa robe de chambre. Le billet de loterie s'y trouvait. Les chiffres qui y figuraient, 76 en vert et 434 en rouge, correspondaient à ceux qu'avait tirés la commission de la loterie d'État 15 jours auparavant. Incapable d'y croire, elle avait vérifié les numéros des dizaines de fois. Cette semaine-là, elle avait acheté un billet à 50 cents, comme elle le faisait chaque semaine depuis la création de la loterie en 1975. Et cette fois-ci, elle avait gagné 5000 dollars. Charity n'avait pas encore été toucher l'argent, mais elle ne s'était pas non plus séparée du billet depuis le moment où elle avait appris l'heureuse nouvelle. « Nous avons cet argent, affirma-t-elle. Brett la fixa d'un regard ébahi. À 10h15, Vic sortit de son bureau et se rendit chez Bentley pour y prendre son café matinal. Il lui paraissait impossible de boire l'infâme breuvage conservé au bureau. Il avait passé la matinée à chercher des pubs pour les productions d'œufs des Coster. Les idées venaient difficilement. Il haïssait les œufs depuis l'enfance, époque où sa mère l'obligeait à en ingurgiter 4 fois par semaine. Jusqu'à présent, il ne parvenait pas à trouver mieux que « les œufs vous donnent un amour sans faille ». Loin d'être excellent. Sans faille lui avait donné l'idée d'une photo truquée représentant un œuf séparé en son milieu par une fermeture éclair. L'image était bonne, mais où pouvait-elle mener? Vic n'avait pas encore su le découvrir. Quand la serveuse lui apporta son café et un beignet aux érelles, il pensa qu'il devrait en parler à Taddy. Le petit aimait les œufs. Bien sûr, ce n'était pas vraiment cette histoire d'œuf qui le déprimait, mais la perspective de partir pendant 12 jours. Il le fallait. Roger avait réussi à le convaincre. Ils devraient se jeter dans la mêlée et défendre leur camelote à fond. Cette vieille pipelette de Roger, Vic l'aimait presque comme un frère. Roger aurait été ravi de l'accompagner jusque chez Bentley, de prendre un café avec lui, de lui rebattre les oreilles de ses bavardages continuels. Mais cette fois-ci, Vic éprouvait le besoin de rester seul, de réfléchir. Ils allaient passer la majeure partie de ces 2 semaines ensemble à partir de lundi, et ce serait une période difficile, largement suffisante même pour 2 frères de cœur. Ses pensées se tournèrent à nouveau vers le fiasco des Red Raspberry Zingers, et il n'essaya pas de trouver un autre sujet de réflexion, sachant qu'examiner calmement, presque rêveusement, une mauvaise situation pouvait amener, du moins chez lui, à une nouvelle vue des choses, à les considérer sous un nouvel angle. Ce qui s'était passé était relativement grave, et l'on avait retiré les Zingers du marché. Relativement grave, mais pas désespéré. Cela rappelait l'affaire des champignons en boîte. Personne n'était vraiment tombé malade, il n'y avait pas eu de mort, et les consommateurs eux-mêmes se rendaient compte qu'une société pouvait de temps en temps se ramasser. Souvenons-nous de l'histoire des verres que l'on distribuait dans les McDo il y a quelques années. La couleur sur les verres s'avéra contenir un taux anormalement élevé de plomb. Les gobelets avaient rapidement disparu de la circulation, relégués dans les limbes de la promotion peuplée de créatures, comme l'Alka-Seltzer ultra rapide ou le chewing-gum Grosse Dick, le préféré de Vic. La société McDonald's avait souffert de ce scandale, mais personne n'avait accusé Ronald de tenter d'empoisonner ces tout jeunes consommateurs. Et en fait, personne n'avait blâmé non plus le professeur des céréales Sharp, même si certains comédiens, allant de Bob Hope à Steve Martin, avaient essayé de lui tirer dans les pattes, ou si Johnny Carson avait un soir prononcé un long monologue, prudemment ambigu, à propos des Red Raspberry Zingers lors de son apparition à l'émission Le Show de la soirée. Inutile de préciser que la pub du professeur des céréales Sharp disparut du petit écran. Tout aussi inutile d'ajouter que l'acteur qui incarnait le professeur supporta extrêmement mal la façon dont la situation s'était retournée contre lui.
On pourrait imaginer pire, avait déclaré Roger, une fois le premier choc à peu près passé, et le délire téléphonique entre Portland et Cleveland calmé. Quoi lui avait demandé Vic. Eh bien, avait répondu Roger, le visage impassible, on pourrait travailler pour la bon vivant vichysoise. Encore du café, monsieur? Vic leva les yeux vers la serveuse. Il allait dire non, puis se ravisa. Oh, une demi-tasse, s'il vous plaît, commanda-t-il. Elle le servit et se retira. Vic remua le liquide machinalement, sans le boire. Une période de terreur, heureusement très courte, avait précédé les déclarations que firent un certain nombre de médecins dans les journaux et à la télévision, affirmant tous que le colorant ne présentait aucun danger. Un cas semblable s'était déjà produit auparavant. Les stewards d'une compagnie d'aviation commerciale s'étaient tous retrouvés couverts d'étranges taches orangées. On découvrit qu'il ne s'agissait que de la teinture des gilets de sauvetage dont ils faisaient la démonstration aux passagers avant le décollage. Et plus loin dans le temps, on rencontrait le cas où le colorant d'une marque de saucisses de Francfort avait produit des effets similaires à celui des Red Raspberry Zingers. L'avocat du vieux Sharp avait intenté un procès de plusieurs millions de dollars contre les fabricants du colorant, affaire qui traînerait sans doute au moins 3 ans et finirait par se régler hors du tribunal. Aucune importance, le procès permettrait d'informer le public que l'erreur, erreur absolument momentanée, erreur dépourvue de tout danger, n'incombait pas à la compagnie Sharp. Néanmoins, les actions Sharp avaient considérablement baissé à la bourse. Elles n'avaient depuis récupéré que la moitié à peine de la perte initiale. Quant aux céréales elles-mêmes, leur vente avait enregistré une chute soudaine, puis avait peu à peu retrouvé les chiffres d'avant le scandale. En fait, le mélange Sharp-Holgrain marchait mieux que jamais. Alors il n'y avait rien là qui fût mauvais pour vous. Mauvais, très mauvais. C'était le professeur des céréales Sharp qui n'allait pas. Le pauvre homme ne pourrait jamais effectuer son comeback. Les rires succédaient à la peur, et le professeur, avec son air grave et son ton scolaire, était devenu la risée des Américains. George Carlin, dans son numéro de cabaret, « Nous vivons dans un monde de fous, oui, un vrai monde de fous ». Carlin penche la tête sur son micro, médite quelques instants, puis se redresse. « Les sbires de Reagan nous emmerdent avec leur compagnie télévisée, d'accord? Dans la course aux armements, les Russes sont en train de nous pousser devant. Alors Jimmy se montre lui aussi à la télé pour défendre son beefsteak et il déclare « Mes chers concitoyens, le jour où les Russes nous dépasseront dans la course aux armements, la jeunesse américaine chiera rouge. » Gros rire du public. Alors Ronnie appelle Jimmy au téléphone et lui demande « Monsieur le Président, qu'est-ce que vous donnez à Amy au petit déjeuner ?» L'hilarité atteint son comble, Carlin s'interrompt, puis d'une voix basse et insinuante vient l'apothéose du sketch. « Il n'y a rien là, rien du tout, qui soit mauvais pour vous. » L'assistance hurle son contentement et c'est un tonnerre d'applaudissements. Carlin secoue tristement la tête. « De la merde rouge, mon pote, waouh! Penchez-vous un peu là-dessus. » Tout le problème résidait là. George Carlin constituait un problème, de même que Bob Hope, Johnny Carson ou Steve Martin. La moindre plaisanterie de café du commerce devenait un danger. Et puis, il ne fallait pas perdre de vue que les valeurs Sharp avaient baissé de 9 points et n'en avaient repris que 4 écarts. Les actionnaires allaient réclamer la tête de quelqu'un. Voyons, qui choisissons-nous de leur laisser en pâture? Qui le premier a-t-il eu l'idée du professeur des céréales Sharp? Ne pensez-vous pas que ces deux types feraient parfaitement l'affaire? Ne vous occupez pas du fait que le professeur tenait depuis 4 ans quand le scandale a éclaté. Ne vous attardez pas non plus sur le fait qu'au moment où le professeur des céréales Sharp, auquel s'ajoutait Sharpie le tireur de galettes, George et Gracie, apparaissaient pour la première fois à l'écran, les valeurs Sharp valaient 3 points un quart de moins que leur cote actuelle. Ne vous préoccupez pas de tout cela. Gardez simplement à l'esprit la déclaration publique faite sur le marché des affaires, déclaration selon laquelle AdWorks avait perdu le contrat Sharp. Cela ferait sans doute remonter la cote d'1,5 point ou 2. Lorsqu'une nouvelle campagne aurait effectivement commencé, les investisseurs y verraient le signe que la compagnie sortait de l'impasse et les cours gagneraient peut-être un point supplémentaire. Évidemment, se disait Vic, en remuant son café, il ne s'agissait là que de théorie. Mais même si cette théorie s'avérait, Roger et lui restaient persuadés que le rapide bénéfice que Sharp pourrait tirer d'une nouvelle campagne publicitaire mise en œuvre précipitamment par des agents qui ne connaîtraient pas la compagnie Sharp comme Roger et lui la connaissaient, et ne seraient pas non plus très au courant du marché de la céréale en général, tendrait bientôt vers 0. Soudain, la nouvelle optique qu'il cherchait s'imposa dans son esprit, spontanée, inattendue. Sa tasse de café s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres, ses yeux s'agrandirent. Il vit 2 hommes, Roger et lui peut-être, ou encore le vieux Sharp et son gamin décrépit, combler une fosse. Les pelles travaillaient vite. La lueur d'une lanterne vacillait dans les rafales d'un vent nocturne. Les fossoyeurs improvisés jetaient de furtifs coups d'œil en arrière,
tentant de percer du regard le crachin qui tombait. Il s'agissait d'un enterrement effectué en pleine nuit, d'un acte clandestin qu'on accomplissait dans l'obscurité. Ils ensevelissaient le professeur des céréales Sharp en secret, et c'était la dernière chose à faire. La dernière, murmura-t-il. Cela paraissait évident. S'il l'enterrait dans le plus grand mystère, le professeur ne pourrait jamais dire ce qu'il avait à exprimer, qu'il était désolé. Vic sortit son stylo de la poche intérieure de son pardessus, prit une serviette en papier et se mit à écrire « Il faut que le professeur des céréales Sharp s'excuse ». Il contempla sa phrase. Les lettres s'élargissaient à mesure que l'ouate absorbait l'encre. Juste en dessous, il ajouta « Des obsèques décentes ». Puis une dernière ligne « Un enterrement 2 jours ». Il ne savait pas encore très bien ce que cela signifiait. La métaphore ne donnait pas encore tout son sens, mais ses meilleures idées lui venaient toujours ainsi. La solution se cachait là, il en était sûr. Cujo était allongé sur le sol du garage dans la pénombre. Il faisait chaud à l'intérieur, mais tout de même moins que dehors, où le soleil jetait une lumière trop vive. Cela n'était jamais arrivé auparavant. En fait, il n'avait jamais vraiment prêté attention à la luminosité jusqu'à présent. Mais Cujo la remarquait maintenant. Sa tête lui faisait mal, ses muscles étaient douloureux. La lumière éclatante lui blessait les yeux, il souffrait de la chaleur. Son museau l'élançait à l'endroit de sa blessure. Élançait et suppurait. L'homme était parti quelque part. Peu après, le garçon et la femme eux aussi s'étaient absentés, le laissant tout seul. Le garçon avait déposé une grande assiette de nourriture dehors, et Cujo avait mangé un peu, mais il s'était senti plus mal encore et avait préféré ne pas finir son écuelle. Il perçut le ronronnement d'un camion qui s'engageait dans l'allée. Cujo se leva puis se dirigea vers la porte de la grange, sachant déjà qu'il s'agissait d'un étranger. Le chien connaissait le son de la camionnette de l'homme et celui de la voiture familiale. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, la tête pointée vers la trop vive clarté qui lui brûlait les yeux. La camionnette remonta l'allée en reculant, puis s'immobilisa. 2 hommes descendirent de la cabine et contournèrent la fourgonnette. L'un d'eux fit coulisser la porte arrière du véhicule. Le violent bruit de ferraille résonna douloureusement dans les oreilles du Saint-Bernard. Il gémit et regagna bien vite l'ombre protectrice de la grange.